Une guerre entre l'OTAN et la Russie est déjà en cours. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, ce n'est pas en Ukraine. Ce conflit a lieu dans un endroit où peu s'y attendraient. Et il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle. Nous parlons d'une guerre silencieuse, loin des gros titres, mais avec des implications énormes pour le monde entier. Vous souvenez-vous du rideau de fer de la guerre froide ? Ce terme a été utilisé pour décrire la division entre l'Europe de l'Est, sous influence soviétique, et l'Europe de l'Ouest, soutenue par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Ce terme a été popularisé en 1940 par Winston Churchill et symbolisait les barrières presque infranchissables de méfiance, d'espionnage et de confrontation indirecte entre ces blocs qui étaient rivaux. Maintenant, avancé de quelques décennies, et nous voyons quelque chose de très similaire se produire à nouveau, mais dans un scénario complètement différent. Imaginez de vastes étendues de glace, un froid glacial et des mers tumultueuses. Je parle de l'Arctique, oui, c'est ça. L'Arctique, cet endroit que nous associons généralement aux ours polaires et à la glace éternelle. Est maintenant en train de devenir le théâtre de quelque chose de très similaire, mais cette fois, il l'appelle le rideau de glace. Tout comme le rideau de fer a divisé le monde en deux sphères d'influence, le rideau de glace fait quelque chose de similaire dans l'extrême nord de la planète. Mais après tout, pourquoi l'Arctique ? Quels sont les enjeux de ce grand conflit ? Eh bien, avant tout, nous devons voir ce qui est en jeu et quels sont les intérêts sur la table. Premièrement, il y a les ressources naturelles. L'Arctique est une véritable mine d'or sous la glace. Les estimations indiquent qu'environ 13% du pétrole encore non découvert et 30% du gaz naturel mondial sont cachés là-bas, prêts à être exploités à mesure que la fonte des glaces les rend accessibles. Et ce n'est pas tout. La région est également riche en minéraux rares tels que le nickel, le cuivre et même l'or. Les estimations disent qu'il pourrait y avoir là-bas l'équivalent d'1 billion de dollars en minéraux. Ce sont des chiffres impressionnants. Et pour n'importe quelle nation, ce trésor caché est une opportunité économique gigantesque. Mais les ressources naturelles ne sont pas la seule carte importante sur la table. Il y a aussi les nouvelles routes maritimes, avec les calottes polaires qui fondent rapidement à cause du changement climatique, de nouvelles voies de navigation s'ouvrent. La route de la mer du Nord, par exemple, est l'une de ces voies qui peut réduire considérablement le temps de voyage entre l'Europe et l'Asie par rapport aux canaux traditionnels comme celui de Suez. Celui qui contrôlera ces routes aura le pouvoir d'influencer le commerce mondial d'une manière sans précédent. Et n'oublions pas les avantages militaires. La position stratégique de l'Arctique offre un point avantageux tant pour la défense que pour l'attaque. Comme vous pouvez le voir, la position stratégique de l'Arctique offre un point avantageux, tant pour la défense que pour l'attaque. Et c'est exactement dans ce contexte que les pays sont en mouvement, démontrant pourquoi la situation se dirige vers un conflit. La Russie, par exemple, possède un vaste réseau de bases militaires dans l'Arctique, y compris des bases aériennes stratégiquement situées. Des installations radars et une flotte considérable de sous-marins nucléaires. Jetez un œil à cette carte réalisée par la Fondation Simon Canada. Là, en vert, se trouvent toutes les bases russes dans la région. Maintenant, comparez cela avec la couleur bleue, les bases américaines, et vous comprendrez ce que je veux dire. Les autres couleurs représentent les bases des pays membres de l'OTAN.
Mais en ce qui concerne les Russes, ils ont récemment intensifié leur présence militaire dans la région avec une série d'exercices à grande échelle. Un exemple notable est l'exercice UNCA 2021 réalisé en mars de l'année 2021. Dans cet exercice, la Russie a démontré ses capacités en faisant émerger simultanément 3 sous-marins nucléaires à travers la glace. Un exploit impressionnant visant à montrer la préparation et la capacité de réponse rapide dans des conditions extrêmes. Un autre exemple est l'exercice Zapad, qui a eu lieu en septembre de la même année et qui a impliqué plus de 200 000 troupes de Russie et de Biélorussie, où des manœuvres de défense et des opérations de combat ont été menées dans l'Arctique. Ces actions n'étaient pas seulement de simples démonstrations de force. C'est comme si la Russie envoyait un message clair à l'Occident qu'ils sont prêts à protéger leurs intérêts dans la région à tout prix. De plus, la Russie a lourdement investi dans la construction de brise-glaces nucléaires. Ces navires sont essentiels pour maintenir les routes maritimes ouvertes toute l'année, ce qui est crucial à la fois pour l'économie et pour le soutien logistique militaire. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a déclaré que le pays est entièrement préparé à toute menace militaire dans l'Arctique. Lavrov a soutenu que le renforcement des capacités militaires dans l'Arctique est une réponse nécessaire aux actions de l'OTAN. Et en effet, la Russie, avec ses plus de 50 brise-glaces, est bien en avance sur toute autre nation en termes de capacité de navigation sur la glace. Vous voulez un exemple? C'est l'Arctique. De la classe LK-60IA. Et les brise-glaces les plus puissants jamais construits. Ce qui ressort vraiment de l'Arctique, c'est sa capacité à fonctionner dans des conditions extrêmement difficiles de l'Arctique. Équipé de 2 réacteurs nucléaires RRTM du Zentos, il peut générer une puissance combinée allant jusqu'à 350 MW thermiques, ce qui lui permet de briser des couches de glace allant jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. Et voulez-vous savoir pourquoi c'est important ? Eh bien, regardez par exemple les capacités de l'OTAN pour opérer dans cette région. Elles sont considérablement fortes pour la surveillance, tant sous-marine qu'aérienne. Des avions de patrouille maritime comme le P-8 Poseidon, utilisés par les Américains et leurs alliés. Ils sont équipés de capteurs avancés, capables de détecter des sous-marins et autres actifs submergés. De plus, l'OTAN utilise un réseau de satellites et de systèmes radars qui fournissent une couverture aérienne complète permettant de surveiller les activités ennemies dans la région avec une grande précision. Le problème est que l'OTAN a un point faible qui les met en grand désavantage face à la Russie, la capacité de briser la glace et de répondre aux mouvements des forces terrestres dans l'Arctique. Et sur ce point, la Russie est bien préparée. C'est parce que, comme nous l'avons dit auparavant, les Russes comptent une flotte considérable de brise-glace. Ces navires puissants ne font pas seulement ouvrir des voies navigables dans la glace, mais permettent également le mouvement continu de fournitures et de forces militaires à tout moment de l'année, ce qui est crucial pour maintenir la présence et le contrôle dans la région. L'amiral de la réserve des États-Unis, James Fogo, a déjà soulevé une alerte à ce sujet en 2020, affirmant que le manque de brise-glace des États-Unis est un grand désavantage dans l'Arctique par rapport à la Russie. Il a dit « Alors que la Russie possède plus de 50 brise-glaces, y compris les nucléaires, les États-Unis n'ont que 2 brise-glaces opérationnelles et ils vieillissent rapidement. »
Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est la possibilité qu'elles fonctionnent comme des plateformes d'attaque. Comme l'amiral Foggo lui-même l'a demandé, qui met des missiles sur des brise-glaces. Il faisait référence à un modèle récent de brise-glace russe qui a la capacité de transporter et de tirer des missiles de calibre. Eh bien, si vous vous arrêtez pour y penser, et il a raison d'être inquiet. Après tout, cela donne à la Russie un avantage stratégique significatif. La capacité de naviguer dans la glace et d'attaquer donne à la Russie plus de flexibilité et une portée plus grande pour des opérations à la fois défensives et offensives. Cela facilite non seulement l'accès aux vastes réserves de ressources naturelles, mais permet également une présence militaire constante et efficace dans la région. De plus, les brise-glaces nucléaires donnent aux forces russes la capacité d'établir et de maintenir des avant-postes dans des zones reculées et difficiles d'accès, garantissant qu'aucune partie de l'Arctique ne reste hors de leur portée. Cette infrastructure robuste de brise-glace se traduit par une capacité accrue de réponse rapide et de mobilisation des forces terrestres dans des conditions extrêmes, un avantage critique pour tout affrontement potentiel dans l'Arctique. L'amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, a bien résumé la gravité de cette situation, en disant que la Russie pourrait lancer une attaque au cours des 2 prochaines décennies. Pendant ce temps, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN s'efforcent de rattraper leur retard. Et dans ce contexte, la base aérienne de Thule, au Groenland, joue un rôle vital dans le système de défense contre les missiles balistiques et la surveillance des satellites des États-Unis. De plus, la possibilité de rouvrir la base navale d'Adak, en Alaska, est envisagée pour augmenter la capacité de projection de forces américaines dans la région. L'OTAN, avec l'adhésion récente de la Finlande et de la Suède, renforce sa présence et sa capacité opérationnelle dans l'Arctique. L'Alliance a réalisé des exercices militaires à grande échelle comme le Cold Response pour entraîner ses forces dans les conditions adverses de l'Arctique. Ces exercices militaires sont essentiels pour améliorer la coopération entre les membres de l'OTAN et garantir qu'ils sont préparés à toute éventualité. N'oublions pas non plus la Norvège et le Canada. La Norvège, un membre important de l'OTAN dans l'Arctique, a augmenté ses bases de militaires et amélioré la surveillance maritime dans la région. Le Canada, à son tour, renforce sa présence militaire dans l'Arctique, investit dans de nouvelles installations et renforce ses capacités de défense avec des patrouilleurs de l'Arctique et l'augmentation des Rangers du nord du Canada. Cette présence croissante de l'OTAN dans l'Arctique soulage également un peu les États-Unis, leur permettant de se concentrer davantage sur la concurrence avec l'influence croissante de la Chine dans d'autres zones stratégiques. Et en parlant de la Chine, ils jouent également leur carte dans l'Arctique. Bien qu'elle ne soit pas une nation arctique, la Chine se qualifie d'État quasi-arctique et s'intéresse de plus en plus à la région. L'ambition principale de la Chine est de transformer la route de la mer du Nord en une route de la soie polaire, ce qui faciliterait le commerce entre la Chine et l'Europe, en réduisant le temps et les coûts de transport. La Chine a également collaboré étroitement avec la Russie lors d'exercices militaires conjoints dans la région, ce qui renforce la présence des 2 nations dans l'Arctique et inquiète les nations occidentales. Pour la Russie, cette alliance avec la Chine est stratégique, car elle offre un allié puissant dans la défense de ses intérêts arctiques. Pour la Chine, la coopération avec la Russie offre un accès et une influence dans une région vitale pour l'avenir du commerce mondial et des ressources naturelles. Ce soutien mutuel entre la Russie et la Chine intensifie la compétition géopolitique dans l'Arctique, aggravant les relations déjà tendues avec les nations de l'OTAN. Avec la présence de ces 2 pays se renforçant dans la région, la lutte pour le pouvoir, les ressources et les routes stratégiques dans l'Arctique devient encore plus complexe. Et cela nous amène à une question centrale dans cette vidéo. Y a-t-il vraiment une guerre en cours dans l'Arctique en ce moment ? Pour répondre à cela, regardons au-delà des mouvements les plus évidents. Une guerre silencieuse se forme à partir de petits pas calculés. Regardez la Russie, près d'ici par exemple.
elle n'établit pas seulement des avant-postes. Ils organisent et intensifient leurs activités militaires d'une manière sans précédent. Et ce n'est pas seulement pour garder la glace littéralement brisée. Regardez par exemple les exercices militaires que les Russes ont effectués dans la région où 3 sous-marins nucléaires ont émergé simultanément. Cela va bien au-delà d'un simple entraînement. C'est un message direct au reste du monde qu'ils sont là, fermes et forts. Et ce même message est transmis chaque fois que l'un de leurs brise-glaces nucléaires gigantesques, comme l'Arctique, transporte des fournitures ou ouvre des routes maritimes tout au long de l'année. Maintenant, de l'autre côté, nous avons l'OTAN et les États-Unis qui essayent d'équilibrer la balance. La base aérienne de Thule, au Groenland, est fondamentale, tout comme les exercices Cold Response. Ces opérations sont essentielles pour garantir que les forces de l'OTAN soient préparées pour tout mouvement dans l'Arctique. Avec l'adhésion récente de la Finlande et de la Suède, la présence de l'OTAN s'accroît, comme un rappel constant que l'Occident n'est pas les bras croisés. Et pour aggraver encore les choses, nous avons la Chine qui collabore étroitement avec la Russie, cherchant à défendre ses intérêts dans la région. Alors oui, une guerre silencieuse se déroule dans l'Arctique. Elle ne ressemble pas à l'image classique d'une guerre que nous avons dans nos esprits, mais elle est très réelle. L'Arctique est devenu un champ de bataille où les intérêts économiques, stratégiques et militaires s'entrelacent, et où les prochaines années pourraient voir une escalade encore plus grande de ces tensions. Et vous, que pensez-vous de cette situation ? Laissez votre opinion dans les commentaires. Et si vous avez aimé ce mini-documentaire, abonnez-vous à notre chaîne, ainsi vous serez toujours informé lorsque nous publierons quelque chose de nouveau ici. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.